Quel bonheur, et c'est la continuation d'une conversation que nous avons ébauchée l'année dernière ou l'année d'avant? L'année dernière. L'année dernière. On a commencé à parler, vous avez commencé à nous raconter Notre-Dame de Paris à l'occasion de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et vous nous avez ouvert des horizons absolument extraordinaires. Est-ce que vous nous avez raconté le passé de Notre-Dame de Paris et déjà son installation pratiquement mythique à cet endroit de Paris, ça, qui nous repousse dans les religions du passé ou les religions primitives, cette grande cathédrale, ce lieu religieux chrétien, finalement, qui s'enracine sur des lieux de culte que l'on ne connaît pas. Vous nous avez raconté aussi la puissance économique de cette église, la puissance économique du clergé qui fait vivre cette église. Vous nous avez raconté la puissance politique de cet endroit, et de cet endroit qui est finalement le centre de Paris et qui semble être le centre d'autre chose, de religion, d'économie, de politique. Bon. Et on était arrivé là, c'était assez fascinant parce qu'on a tout découvert. En plus, vous nous avez raconté comme cette Notre-Dame de Paris se trouve au cœur d'une littérature très ancienne, oui, mais encore très contemporaine, puisque c'est un lieu littéraire du XIXe siècle, le XIXe siècle qui fait revivre Notre-Dame de Paris en tant qu'objet du patrimoine ancien. Je vous vois ensuite à la télévision, à des tables avec des spécialistes d'architecture, voire des militaires. J'étais très étonnée de voir apparaître un général qui s'occupe de Notre-Dame de Paris. Je pensais que j'allais voir que des religieux. Vous m'y attendez. Je sais votre lien avec le patrimoine. Et je vous ai vu avec des quantités d'hommes politiques, de spécialistes, d'architectes, donc ce fameux militaire. Et je vous ai vu comme vous êtes, c'est-à-dire laissant parler les fâcheux, c'était pas trop loin, laissant parler. Et on voyait dans vos yeux que vous n'en pensiez pas moins. Alors je me suis dit, j'ai envie que Marie-Vonne de Saint-Eulgent nous raconte le problème de Notre-Dame de Paris maintenant et ce que va susciter la réhabilitation de cette église et ce qu'elle signifie dans notre présent et notre avenir, si vous voulez. Oui, merci beaucoup, Paul. Alors, c'est vrai que cet extraordinaire incendie, cette espèce de drame planétaire qui est arrivé en 2019, a déclenché ensuite une série d'événements et devant la scène mondiale, en quelque sorte, a installé sur la scène mondiale toute une série de thématiques dont ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elles sont à la fois extrêmement anciennes et extrêmement actuelles. Et qui a illustré des choses très très importantes sur Notre-Dame, qui trouve une nouvelle jeunesse, j'allais dire, aujourd'hui, et qui amène par une série de situations, de circonstances, de polémiques, de débats, où on voit ressurgir des problèmes fondamentaux, ou moins fondamentaux, mais tout aussi irritants. Voilà. Alors, parmi ceux-là, il y a quand même, on hésite sur le sujet, donc il y a un grand mystère qui est la gloire universelle de Notre-Dame de Paris, d'où ça vient. Alors on a parlé du passé, mais aujourd'hui, pourquoi d'ailleurs la gloire de Notre-Dame n'a jamais été si grande, et on peut même faire l'hypothèse qu'il est arrivé toutes sortes de choses à Notre-Dame de Paris depuis 850 ans, mais il lui manquait quelque chose, qui était la couronne du martyr. C'était une cathédrale qui avait traversé 8 siècles sans dommage
majeure, puisque même sous la Révolution, elle a survécu sans grande difficulté, finalement. Rattrapée assez vite par les révolutionnaires après un moment d'incertitude. Donc c'était une sainte sans martyr. Et donc maintenant, voilà, l'incendie lui a procuré son martyr, et un martyr mondialisé, puisqu'on l'a vu partout, sur toutes les télévisions, dans tous les coins du monde. Et donc c'est vraiment la martyre la plus célèbre qu'on puisse imaginer. Et donc maintenant, sa gloire est totale, puisque une gloire sans malheur n'est pas vraiment une gloire, quoi. Une gloire uniformément joyeuse, il manque quelque chose. Donc ça c'est bon. Mais quand même, ça interroge de façon extraordinaire, parce que qui eût cru que ceci arrive sur une cathédrale catholique. Voilà, on attendait ça ailleurs. Et là, voilà. Bon. Alors, comme ça a été extrêmement médiatisé, du coup, vous avez vu arriver tous les fabricateurs de gloire, comme dit Hannah Arendt dans la crise de la culture, pour essayer de se rattacher à cette gloire. Et donc, vous avez eu la question de la flèche, sujet lancé par un chef d'État, le nôtre, dont on peut imaginer qu'il a pensé que ça pouvait lui être utile de se mêler de la question de Notre-Dame de Paris. Et puis, toutes les propositions, à la suite du fait qu'il a lancé un sujet pour faire que la cathédrale soit plus belle, il va falloir faire une flèche contemporaine. Le lien entre la modernité, la gloire et la respectabilité, hein, puisque on n'est pas complètement respectable si on n'a pas un peu de création, voilà. Et même le plus de création possible, sinon vous n'êtes pas vraiment respectable, vous êtes vieux, archaïque, réactionnaire, etc. Pas moderne. Tous ceux qui sont précipités pour faire des propositions. Alors ça m'a fait penser d'ailleurs à un mot qu'avait eu Bruno Foucard à propos des cathédrales, justement, qui disait tous ces architectes contemporains qui veulent se faire sacrer par les cathédrales. Alors, c'est tout à fait en situation, il ne parlait pas du tout des histoires de flèches, et Bruno Foucard est mort avant d'avoir pu réfléchir sur le phénomène de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Il parlait des parvis de cathédrales, il parlait des architectes qui interviennent sur les parvis de cathédrales. Alors rassurez-vous, c'est un sujet qui va revenir, puisque maintenant, la question de savoir ce qu'on fait du parvis de la cathédrale de Notre-Dame va être lancée par un concours. Mais je trouve que la formule se prête bien à ce qui s'est passé sur les propositions qui ont été faites sur la flèche. Et puis, comme vous le savez, ça n'a pas fonctionné. Et donc, finalement, la décision a été prise il y a finalement peu de temps, de restaurer la flèche de Viollet-le-Duc. Une décision qui a été diversement accueillie, nous dirons, avec des réflexions qui nous ramènent à cette question, à cette double question, qui pour moi, oui, a deux faces. La question qui se pose toujours sur le patrimoine. Le patrimoine reste-t-il, encore une fois, fréquentable et respectable si on ne met pas de création dedans? Donc, est-ce qu'on peut supporter un patrimoine qui n'est pas revu par la création contemporaine? C'est une première question qui n'est pas spécifique à Notre-Dame, qui se pose tous les jours sur l'ensemble des monuments historiques et qui appelle quand même un certain nombre de réflexions sur qu'est-ce que la modernité, qu'est-ce que la créativité et qu'est-ce que le patrimoine. Et puis la deuxième question, c'est évidemment celle de Viollet-le-Duc. Pourquoi Viollet-le-Duc, en France, reste-t-il si décrié, si méprisé, si méconnu, si mal compris? Viollet-le-Duc l'a compris. Alors que c'est une figure extraordinaire. Et qu'on pensait que tout le monde le savait désormais. Mais apparemment, en France, personne ne le sait. Et donc, ces deux questions ont été juxtaposées. Non seulement la question de la restauration à l'identique, c'était méconnaître l'apport indispensable de notre monde à la dignité des cathédrales gothiques, mais en plus, on se proposait de refaire du Viollet-le-Duc, ce qui est quand même l'horreur des horreurs en France. Voilà, donc vous avez eu un extraordinaire mouvement
qui a révélé à la fois ces deux choses. Et la troisième chose qui a été révélée, c'est que la conclusion de cette querelle, qui est la décision prise par celui qui avait lancé l'idée de refaire une flèche contemporaine, de finalement se ranger, dit-il, au consensus sur la restauration de la vieille illustre un autre problème, une autre question qui est, là pour le coup, qui existe depuis très longtemps à Notre-Dame de Paris, qui est la relation entre le pouvoir et le sacré. À Notre-Dame de Paris précisément, dans les cathédrales en général, et à Notre-Dame de Paris singulièrement, puisque Notre-Dame de Paris est une des, je crois que c'est un sujet unique qui est, c'est la seule des cathédrales majeures qui est dans une capitale politique d'un pays extrêmement centralisé. Si vous prenez le cas des grandes cathédrales de référence, qu'elles soient allemandes, espagnoles, italiennes, britanniques, vous ne trouvez pas cette conjonction, une capitale considérable, puisque Paris est une capitale politique depuis très très longtemps, est une cathédrale considérée comme majeure, mais bien qu'elle soit pas religieusement majeure, mais enfin, elle est majeure depuis très très longtemps. Voilà. Et donc, cette question qui est presque consubstantielle aux cathédrales, qui est le rôle respectif du pouvoir civil et du sacré dans une cathédrale, à Notre-Dame de Paris a été redoublée par le fait que le pouvoir civil, c'était un des pouvoirs les plus forts, puisque la France est un des États où le pouvoir civil, le pouvoir politique du monarque, et aujourd'hui du chef de l'État, est le plus fort. Il était déjà très fort au XIIIe siècle, mais ce n'est pas la peine d'expliquer pourquoi il est toujours aussi fort, et même peut-être comparativement plus fort, au XXIe siècle. Et donc cet affrontement qui est un peu inscrit dans la nature même de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est tout à fait rejoué aujourd'hui, et il s'est terminé par la victoire du religieux. La reconstruction de la flèche du début, c'est la victoire du religieux. Voilà, donc ces trois thématiques sont très intéressantes, et alors, je ne veux pas vous commenter la dernière, mais plutôt essayer de réfléchir avec vous sur la question de l'éthique et de la modernité. C'est quand même une question extrêmement intéressante. Alors, elle s'est rejouée au moment de la réception de la décision du président de la République. Le président de la République dit « je me range au consensus », les experts ont dit, l'opinion publique a dit, parce que les Français étaient massivement favorables à la reconstruction de la flèche de l'élu, pour des raisons sans doute assez variables, mais bon. L'une de ces raisons, ça pouvait être la crainte des propositions d'architecture contemporaine. Ils ont pu en voir certaines, parce qu'il y a eu beaucoup de projets qui se sont présentés. Et comme disait Pierre Nora à propos de cette question, c'est très joli de vouloir refaire de l'éduc, mais être sûr d'avoir un tel éduc aujourd'hui. Donc je pense que les propositions qui ont été faites ont convaincu les Français qu'il ne fallait pas tenter l'aventure. Il vaut mieux revenir à ce qui existe. Mais quand même, il y a quand même eu des réactions hostiles. De la part, bien sûr, du monde de l'architecture, qui a dit qu'elle manque d'audace, quelle méconnaissance des savoir-faire d'aujourd'hui, parce qu'on a mis ça sur le plan des techniques et des savoir-faire. Quelqu'un comme Villebotte, par exemple, a dit bon, on aurait pu montrer les savoir-faire d'aujourd'hui en matière de résine, de fabrication industrielle, de couleurs. Alors d'ailleurs, il suffit de voir ce qu'a fait Villebotte pour faire la cathédrale orthodoxe à côté de la Seine. Effectivement, on voit bien une différence entre ce qui leur est proposé et ce qui va être fait. Mais il y a d'autres propositions qui nous interrogent davantage sur ce qu'est l'architecture contemporaine d'aujourd'hui. Par exemple, celle de Norman Foster, qui a proposé de refaire du verre et de l'acier dans le ciel de Notre-Dame, comme il a fait pour restituer la coupole à Berlin du Reichstag. Alors, bon, première observation sur le fer. Le fer, la résistance au feu du fer, c'est 1 heure. À partir de ce moment-là, le fer se tord, tire sur
les murs auxquels il est adossé et fait s'écrouler les murs. Voilà, donc on peut s'interroger sur la pertinence technique d'une proposition de ce type après un incendie. Le verre. Alors, le verre, ça a été proposé par Fuxas, qui proposait de faire une toiture en verre et une flèche en verre. Alors, bon, là, pareil, même question, mais surtout, comment une toiture en verre peut-elle tenir des murs d'une cathédrale gothique, puisque, comme vous avez peut-être vu, Notre-Dame de Paris, il a fallu mettre, après la disparition de la charpente et de la toiture en plomb, il a fallu mettre des étais absolument partout, parce que sinon la cathédrale s'ouvre et tombe. Donc pour qu'elle ne s'ouvre pas et qu'elle ne tombe pas et qu'on puisse retirer les étais, il faut remettre de la pierre, du plomb, pour que ça tienne la structure. Donc tout ça nous dit que les architectes en question ne savent pas comment tient une architecture gothique. Et enfin, la dernière proposition, celle de Clément Villemin, c'est de faire un toit en jardin. Alors bon, là, je ne ferai pas de commentaires excessifs sur la proposition technique, ou même d'ailleurs esthétique, mais enfin, on peut se poser la question de savoir quelle est la compétence de ces architectes. Alors, si je dis ça, c'est parce que Viollet-le-Duc, lui, était un architecte extrêmement compétent. Il a d'ailleurs passé des années à expertiser les architectures gothiques. Il a fait un traité d'architecture qui est encore aujourd'hui une référence dans le monde. Et s'il a promu l'architecture gothique, c'est pour deux raisons. D'une part, c'est un modèle. Et il faut rappeler quand même que le patrimoine, c'est une notion moderne, qui est préparée par les Lumières au XVIIIe siècle, mais qui est inventée au XIXe siècle. Donc, le patrimoine, c'est quelque chose de plus moderne que la création continue, que la destruction est créatrice. Il faut s'en souvenir. Deuxièmement, le style promu par les architectes du temps de Viollet-le-Duc, c'est le néoclassicisme. Ce n'est pas de l'architecture contemporaine, c'est le néoclassicisme. Et l'Académie, en particulier, n'a que des classiques. Et donc, ce qu'on fait, c'est copier le monde antique, en réalité, à l'époque de Viollet-le-Duc. Donc, choisir le gothique, c'est un parti d'avant-garde. Viollet-le-Duc est un architecte d'avant-garde. Par ailleurs, pourquoi a-t-il choisi le gothique plutôt que, je ne sais pas moi, il a beaucoup admiré l'art antique dans sa jeunesse. Il a copié, il est allé à Rome, il a tout bon. Il connaît très très bien l'art antique. Mais néanmoins, il fait le choix du gothique, et c'est très intéressant de lire. Pourquoi dit-il qu'il faut prendre le gothique? Parce qu'il dit que c'est l'architecture la plus moderne et adaptée à son temps. Alors son temps à lui, c'est le 19e siècle, nous sommes le 21e siècle. Mais si c'est adapté à son temps, c'est parce que c'est une architecture fonctionnelle. Il explique que les choix des architectes gothiques sont les plus fonctionnels possibles parce qu'ils sont parfaitement adaptés à la vocation de l'édifice. Donc ce qui va tirer de l'architecture gothique, c'est comment la technique gothique s'adapte à la fonction de l'édifice et à son ambition, qui est de faire passer la lumière dans des architectures de très grande taille. C'est ça le pari des architectes gothiques. C'est monter le plus haut possible, faire prévaloir les vides sur les pleins, monter le plus haut possible pour une tenue au sol relativement faible, on monte très haut et on aère énormément au maximum pour faire rentrer la lumière et créer un volume qui est beau, mais qui est aussi, supportable, puisque le roman c'est très sombre, très massif. Donc là, on allège et on emploie des techniques tout à fait novatrices et on utilise de la pierre armée, parce que dans la pierre, il y a du fer. Et ça, c'est Viollet-le-Duc va le découvrir en dépiotant les architectures gothiques qu'il recouvrent. Et ce qui va tirer de ça, c'est l'emploi du fer dans l'architecture. Les propositions d'architecture contemporaine de Viollet-le-Duc, ce sont des architectures en fer. Et donc, ce sont des architectures, là aussi, d'avant-garde. Et c'est pour ça que Viollet-le-Duc est dans le monde considéré comme le père de l'architecture fonctionnaliste. Et parmi ses grands admirateurs, vous trouvez les plus grands noms de l'architecture moderne, non pas du